Bonjour, je suis heureux de rejoindre ce colloque en visio. Désolé, je ne peux pas être parmi vous ce matin. Je voudrais faire une communication sur le thème comment enrichir et les recommandations 2020 et surtout continuer la réflexion pour une meilleure cohérence dans l'accompagnement des personnes polyhandicapées, réflexion qu'on devra vraiment mener dans les mois et peut-être même les années qui suivent. Alors, quelques remarques sur ces recommandations polyhandicap 2020. Sur le contenu, il est dense, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Et parfois, il est un peu difficile de distinguer l'essentiel des points périphériques ou secondaires et aussi des ajouts plaqués, parfois inappropriés au polyhandicap, qui sont souvent issus d'autres recommandations. Il sera absolument nécessaire de recentrer le contenu et de continuer à construire et à renforcer la cohérence de l'accompagnement spécifique et personnalisé des personnes polyhandicapées à partir de ces recommandations, mais aussi en faisant des ajouts et en ayant une réflexion commune au sein du groupe Polyhandicap France. Sur la présentation, sur la forme, la présentation choisie en forme de bloc ou dite de thématique a tendance à un peu à figer l'ensemble comme étant des éléments juxtaposés. Il faut bien comprendre que toutes les thématiques sont interdépendantes, c'est-à-dire en interrelation, et qu'elles sont toutes nécessaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout optionnelles. On doit en tenir compte de l'ensemble. C'est bien donc une reconnaissance d'un accompagnement global qui est nécessaire à la personne polyhandicapée. Ces recommandations commencent par la définition du polyhandicap. Je ne la rappellerai pas, c'est celle qui a été proposée par le groupe Polyhandicap France. Cette définition insiste sur la complexité de la personne polyhandicapée et sur la gravité du polyhandicap. Donc, la notion de dysfonctionnement précoce ou survenu en cours du développement, qui est une référence à la lésion ou atteinte majeure qui entraîne le handicap primaire, handicap irrémédiable, dont la gravité est au premier plan, avec des conséquences qu'on a appelées par ailleurs handicap secondaire, qui nécessiteront un accompagnement très important et soutenu tout le long de la vie, en termes de prévention, rééducation, éducation spécialisée, soins spécialisés. La prise en considération de l'impact et de la gravité, de l'intensité du handicap est un point de départ nécessaire, à la fois pour comprendre la personne polyhandicapée et ensuite pour faire des propositions, des réponses spécifiques à cette situation et donc éviter des conduites inappropriées. Le polyhandicap n'est pas une simple addition de handicap ou de difficultés fonctionnelles. Leur cumul potentialise les problèmes et les avantages. Donc le polyhandicap s'inscrit dans un handicap complexe qu'on ne peut simplifier. On doit tenir compte de cette complexité. Donc, question de méthode, il sera d'abord important d'identifier et de reconnaître la gravité du handicap primaire, même si c'est très difficile à faire souvent, pour avoir une première analyse globale, pour comprendre, connaître, évaluer, dans un deuxième temps, les différentes parties, ce qu'on a pu appeler aussi les évaluations fonctionnelles, pour proposer ensuite un accompagnement global, non segmenté, interdisciplinaire, par une équipe pluridisciplinaire.
Cette définition du polyhandicap décrit aussi un périmètre. Dans ce périmètre, il y a la notion de signe de la série autistique. À l'époque, je pense qu'on pensait surtout à l'isolement, au repli sur soi, au refus qu'on peut observer chez les personnes polyhandicapées, qui sont souvent les conséquences de difficultés neurodéveloppementales graves et parfois même sont générées par un environnement pas suffisamment stimulant ou un environnement déficient. Un diagnostic différentiel doit être posé avec les troubles du spectre autistique et avec aussi les handicaps mentaux et psychiques graves qui sont concernés par des comportements problèmes, mais qui sont d'un autre ordre. Si bien que la cohabitation avec les personnes polyhandicapées très fragiles et vulnérables avec des populations autres pose des problèmes graves de sécurité d'abord, puisqu'ils sont fragiles et vulnérables, et ça pose aussi un problème de cohérence dans l'accompagnement parce que ce sont des accompagnements qui sont différents. La définition du polyhandicap oriente l'accompagnement à partir de la gravité des handicaps. Les désavantages causés par le polyhandicap doivent être compensés pour satisfaire les différentes attentes qui sont diverses de chaque personne polyhandicapée. Alors ces compensations qui font de l'accompagnement, elles vont viser à compenser le désavantage d'une dépendance importante, compensation par une aide humaine intense, permanente, pour satisfaire à la fois les besoins de base, tels que les ont définis Virginie Anderson, Abraham Maslow, et les besoins personnels, c'est-à-dire ce qui va orienter les préoccupations, les choix, les attentes et l'exercice même minime de l'autodétermination de la personne. On devra également compenser avec une aide humaine importante, permanente, les besoins spécifiques générés par le polyhandicap. Très clairement, il est dit qu'ils sont fragiles et vulnérables. Donc, logiquement, ils ont besoin d'un accompagnement intense, continu, stable, durable, diversifié par une présence et une aide humaine importante dans le quotidien, dans une grande proximité qui assure une permanence et une continuité dans l'accompagnement. Cette présence humaine doit être celle d'un personnel formé et dévoué qui va assurer donc cette constance, la régularité, la durée, le long terme qui est absolument nécessaire et qui va aussi également proposer une offre adaptée et suffisamment diversifiée. Donc un accompagnement qui sera pluridisciplinaire et spécialisé concernant le suivi médical, les rééducations, l'éducation spécialisée et l'accompagnement de la vie quotidienne. Tous ces aspects devraient faire l'objet d'une réflexion permanente et de recommandations détaillées. Abordons maintenant les thématiques de la recommandation. Toujours avec l'esprit de rendre dynamique cet accompagnement et comprendre les interactions entre les différentes thématiques. La thématique des évaluations fonctionnelles, très simplement, on va utiliser les outils validés pour la population polyhandicap, comme l'échelle San Salvador, l'échelle DAP concernant la douleur, le CP, etc. Ces outils seront préférés aux outils plus généralistes ou ciblés pour d'autres populations handicapées,
mais qui ont d'autres compétences, notamment psychosociales, de communication, de mobilité, et donc qui ne seront peut-être pas adaptés à la population polyhandicap. Ce n'est pas la quantité non plus des évaluations qui est recherchée, mais leur qualité et leur utilité. Dans un contexte de moyens constants, la passation d'évaluation limite la disponibilité des professionnels, notamment de rééducation. Ça va donc limiter leur participation à la pratique directe du soin et de l'accompagnement. Complexe, cette évaluation fonctionnelle s'inscrit dans une approche globale et donc mérite des compétences professionnelles. L'évaluation devrait être un acte prescrit, réalisé avec des professionnels spécialistes et diplômés. La notion de référent, qui est dans les recommandations, semble être quand même peut-être une fausse bonne idée, parce qu'elle présente au moins 2 risques majeurs qu'on peut éviter, bien sûr, mais enfin, les risques sont là. Faire glisser les professionnels de proximité d'un rôle essentiellement d'accompagnement du quotidien vers un rôle de coordination ou d'expert. Un rôle donc d'expert à moins de coûts et sans formation scientifique avérée. Donc cela peut éloigner les professionnels de leur rôle et de leur motivation initiale, qui est d'être auprès des personnes, présents dans une aide directe et dans les actes de la vie quotidienne. La thématique sensorialité, bien sûr, elle rappelle que c'est à partir des informations sensorielles que la personne va appréhender la perception de soi, la perception des autres, de l'environnement, et ainsi construire sa réalité, son vécu. Donc la sensorialité est une porte d'entrée qui ouvre vers la mise en jeu de capacités cognitives d'abord, motrices, d'apprentissage, d'autonomie dans la vie quotidienne. Donc la dynamique de ces interactions serait vraiment détaillée et cet accompagnement demande une présence humaine de proximité, une possibilité de rencontre. Ça sera absolument nécessaire de faire participer la personne, de faire ensemble. La thématique santé, c'est-à-dire que la stabilisation relative de l'état de santé de la personne est un préalable à l'accompagnement. Ce n'est pas seulement un objectif parmi d'autres, c'est aussi une condition première pour que la personne soit disponible afin d'avancer dans sa vie. La prise en considération de la fragilité de la santé des personnes polyhandicapées nécessite vraiment un accompagnement spécifique, notamment de rééducation, avec des personnels spécialisés, des médecins de rééducation, des kinés, des psychomotriciens ou des orthophonistes, mais qui connaissent et qui sont formés au polyhandicap. Ce n'est pas toujours le cas. La thématique vie quotidienne, cette thématique, elle insiste et reconnaît l'importance de la vie quotidienne. C'est vraiment une avancée importante et très intéressante de cette recommandation. Cependant, une réflexion sur l'accompagnement de la vie quotidienne devra se poursuivre, notamment en incluant les familles, en incluant directement les aidants et les professionnels de proximité, et bien sûr, utiliser les notions qui constituent leur formation de base, les notions de prendre soin, par exemple, de caregiving, et accompagné d'une réflexion sur l'éthique du soin. Ça semble incontournable.
toute cette réflexion doit être poursuivie. La participation de la personne polyhandicapée est fortement impactée par son état de santé, par sa disponibilité du moment. Donc l'accompagnant devra s'adapter en respectant les rythmes de la personne. Tout cela, ça demande un questionnement permanent. La question centrale de l'interdépendance entre l'accompagnant et la personne dans la vie quotidienne, où commence et où finit l'action de l'accompagnant, comment s'opère la rencontre, comment on peut faire ensemble, comment on va proposer une aide personnalisée, une guidance, ou tout simplement, parfois, une aide absolument totale. La thématique parcours et transition aborde la nécessité d'un balisage de parcours, des filières, et tout cela, des adaptations aux attentes des personnes et des familles. Et tout le long de la vie, sans rupture. Prendre en considération leur fragilité, leur vulnérabilité physique, psychique, sociale, comme l'indique la définition du polyhandicap, leurs besoins de continuité, de stabilité et d'une aide humaine dans une grande proximité à tous les âges de la vie, ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsqu'on devient adulte. La thématique expertise des parents et professionnels, là aussi, il y a beaucoup de choses certainement à retravailler. Les parents sont désignés comme experts, ce qui est une réalité. Cependant, nous ne devons pas limiter leur rôle à l'expertise de leurs enfants. On peut envisager quand même de dépasser largement le rôle d'expert pour travailler avec les parents, les familles, dans le cadre d'un partenariat, d'une expérience partagée avec la personne polyhandicapée, donc mettre en place des dispositifs de rencontre, ouvrir plus largement les établissements et les services aux familles, ouvrir le domicile aux professionnels. La thématique concernant les professionnels serait à préciser et à développer. Un questionnement parmi d'autres, est-ce le travail et sa qualité de vie qui importent, ou bien est-ce qu'il importe plutôt de soutenir les professionnels diplômés et formés en cherchant à améliorer et à les améliorer dans l'accompagnement des personnes polyhandicapées? Doit-on développer les compétences professionnelles en équipe ou bien se focaliser sur les conditions de travail pour fidéliser le personnel, mais qui risquent de les éloigner de leur cœur de métier, de leurs préoccupations professionnelles? On pourrait aussi développer la polycompétence des professionnels qui doivent connaître, en plus de leur métier, les différentes approches professionnelles de l'équipe, ce qu'on a appelé interdisciplinarité. On pourrait développer une réflexion critique sur l'impact de la gestion de la nouvelle gouvernance, le modèle New Public Management, qui a aujourd'hui 30 ans et qui n'a jamais été réellement évalué, ni revu, ni questionné, mais qui a beaucoup participé au changement de la situation, sans vraiment l'améliorer, tout en contribuant à une complexité technocratique, débouchant à une embolisation de l'organisation, une souffrance à tous les niveaux de la hiérarchie, un assèchement de la dimension humaine dans l'accompagnement. Et oui, la bientraitance n'est pas seulement un concept, ça doit être une pratique éthique pour tous les professionnels et décideurs. Ce qui va être important à préciser, c'est que la spécificité des personnes polyhandicapées demande aux accompagnants un réel travail intellectuel.
On a besoin, et les accompagnants ont besoin, d'une pensée analytique pour chercher à comprendre la personne. Et ce n'est pas facile. Ils ont besoin aussi de mettre en œuvre une pensée réflexive pour clarifier ce qu'ils font, leurs intentions, et mettre en question leurs actions. Et enfin, ils ont aussi à avoir une pensée créative pour proposer, pour agir avec la personne, pour s'adapter à la situation, pour communiquer, pour rencontrer la personne dans une adaptation mutuelle et réciproque. Bien, pour conclure, il va falloir continuer à dire ce qu'on veut et décider ensemble ce que l'on souhaite. Rendre dynamique l'accompagnement et cohérent surtout est une nécessité. Pour inscrire la personne polyhandicapée dans une dynamique, il faudra absolument s'intéresser à la disponibilité de la personne pour qu'elle puisse intervenir, s'activer, participer, orienter sa vie. Donc on cherchera à la rendre disponible. Pour ça, il est absolument nécessaire de clarifier son environnement, son état de santé et les propositions qu'on peut lui faire. Un environnement calme, favorisant la communication, une organisation sécurisante, vu leur grande vulnérabilité, vu leur impossibilité de se défendre, leur fragilité, le fait qu'elles soient très fatigables. Donc on devra gérer les flux sensoriels, disposer d'espaces suffisants, limiter les situations de surstimulation sensorielle qui favorisent les crises comportementales et également surtout la fatigue. La santé, une stabilisation de l'état de santé qui est souvent fragile, très fluctuant, est nécessaire. Ce n'est pas toujours possible. Les flux sensoriels internes, c'est-à-dire la question de la douleur, de la fatigue, les gènes occasionnés, les crises, les émotions, tout cela, lorsque ces stimulations sont trop intenses, ça affecte la disponibilité nécessaire et donc limite la participation de la personne à la réalisation de ses objectifs et de son projet. Nos propositions également, c'est-à-dire nos stimulations, ce que nous faisons avec la personne, ce que nous faisons ensemble, elles doivent être dosées selon les variations et la disponibilité de la personne. Cela nécessite un accompagnement attentif, adapté, suffisamment intense, continu, stable, durable. Donc bien sûr, nous devons prolonger cette réflexion et faire des propositions pour rendre beaucoup plus cohérent l'accompagnement des personnes polyhandicapées en se centrant sur les attentes de la personne, en définissant précisément l'accompagnement et ses limites, en reconnaissant la qualification requise, notamment des professionnels, en évaluant également la charge de travail des professionnels, avec une reconnaissance de la pénibilité des postes de proximité, en ayant des plans de carrière et des formations diplômantes, des aménagements avant la retraite, etc., etc. Un management qui devrait participer grandement aux difficultés des professionnels de proximité et à leur impuissance parfois à réaliser les objectifs souhaités. Penser le polyhandicap dans une continuité et une cohérence, l'accompagnement mériterait d'être encadré par une réflexion éthique permanente, centrée sur la vie souhaitée des personnes polyhandicapées, qui correspondent à leurs attentes et surtout
qui limite leur souffrance. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous souhaite une bonne continuation.